en vue de la transformation sur place. Et c'est dans ce cadre justement que nous avons travaillé à la relance à la fois de la production et de la transformation de l'ananas dans le cadre de l'unité industrielle Salguidia. L'ONUDI, dans cette initiative-là, contribue également à renforcer l'infrastructure qualité au niveau de la Guinée, les laboratoires, qualifier les itinéraires techniques, renforcer les capacités des acteurs de la filière, de la production à l'exportation, pour que justement les facteurs de compétitivité qui vont permettre ce positionnement de l'ananas de la Guinée sur le marché, ces facteurs puissent être améliorés et que les pesanteurs puissent progressivement être levés. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement, ONUDI, et le projet entrepreneuriat agricole d'Enabel. L'objectif des partenaires, soutenir les efforts du gouvernement pour positionner l'ananas de Guinée sur les marchés nationaux et internationaux. Un site d'expérimentation de la pisciculture au quartier kilomètre 54, c'est dans la préfecture de Koya. Autorités et représentants de l'Agence nationale de l'aquaculture ont lancé la première activité sur le site. L'action vise à offrir des poissons de qualité à la population. Mangué Dantoumassouma. C'est un investissement qui répond à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en zone rurale. Avec ses étangs piscicoles, Bernard Keta, député uninominal de Koya, accompagne la politique du chef de l'État en matière de développement de ce secteur et encourage les communautés à expérimenter l'aventure de la pisciculture. J'ai fait appel aux techniciens de la pêche pour qu'ils m'entourent et qu'ils me prodiguent des conseils. Mais je sais qu'au futur, ça va être un projet porteur. L'initiative est appréciée par les spécialistes du ministère de la Pêche. Ils promettent un accompagnement technique après étude pour mieux aménager le site et faire accroître le rendement. C'est à l'avènement du président de la République, le professeur Alpha Condé, que décision stratégique a été prise pour élargir cette activité au niveau des 4 régions naturelles. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui à Koya, qui était considérée avant comme étant une préfecture non exposée à la faible consommation de poissons, qui effectivement, d'après les enquêtes, la consommation de poissons au niveau des populations est très faible. Et les conditions naturelles existantes font que la pratique de la pisciculture a effectivement aussi sa place. Et nous, au niveau institutionnel, il nous revient de les accompagner pour mieux rentabiliser leur investissement. Ce site-là a été aménagé sans qu'il y a des techniciens qui sont intervenus. Alors le monsieur a fait ça comme il a pensé que c'était bien. Ce sont des étangs bien construits, seulement il y a quelques améliorations à faire. La gestion en pisciculture, ça dépend beaucoup de la maîtrise de l'eau. Ça veut dire ici qu'à tout moment, on doit pouvoir vider complètement un étang. Cette expérience piscicole fait aussi l'objet d'un suivi au niveau des autorités préfectorales qui entendent faire de cette activité un levier de développement au sein des communautés. Un fils de Koya qui a investi en faveur des populations après un an de culture, et vous avez vu des gros poissons, et je crois que ça promet de donner une alimentation de qualité à la population à moindre coût. À la faveur de cette première pêche dans l'un des 12 étangs aménagés, le résultat est appréciable. Le produit de cette journée est gracieusement offert à l'assistance qui se réjouit. Dans l'actualité encore, le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée tente de moderniser l'orpaillage. Il a effectué une tournée à l'intérieur du pays. Objectif, identifier les problèmes auxquels sont confrontés les orpailleurs et trouver des pistes de solutions pour une meilleure réglementation du secteur. Moussa Komara. Dans la savane guinéenne, c'est une tournée de sensibilisation et de prise de contact qu'entame le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. De Kankan en passant par Mangiana, Sigiri et Kouroussa, le nouveau président de la Corporation des exploitants du métal jaune a touché du doigt les réalités. Insuffisance de superficie exploitable pour les orpailleurs, manque d'outillages modernes sont rappelés dans les discours. La réponse de Tidiane Koïta est rassurante. À notre niveau, on est en train de démarcher devant l'État, c'est-à-dire les services
compétents, les ministères concernés, pour l'amélioration des conditions de travail des orpailleurs, c'est-à-dire nous voulons quitter dans l'artisanat pur et trouver une ligne entre l'artisanat pur et la semi-industrialisation. L'objectif est de moderniser ces secteurs qui enregistrent tous les ans des pertes en vies humaines dues à l'exploitation artisanale. L'abandon de l'école par les jeunes, la traite des enfants dans les zones aurifères sont aussi déplorées. Des pistes de solutions sont proposées aux autorités locales qui affichent leur volonté de les accompagner afin de mettre fin à ces pratiques dans la région. Nous, les autorités, nous ne ménagerons rien. Voilà, de toutes les bonnes initiatives, de toutes les dispositions qu'ils vont prendre. Alors, dans ce cadre, nous allons renforcer, nous allons appuyer, nous allons soutenir. Mais il est important aussi de souligner que la scolarisation des enfants, et surtout les enfants aussi qui arrivent à un certain niveau, qui désertent pour le métier de l'orpaillage, on doit mettre un accent sur ça. Après la région de Kankan, direction Kindia. Ici, les préoccupations et priorités sont déclinées. L'occasion pour le président de l'Union d'inviter les membres à l'unité, à l'entente et au renforcement des liens sociaux. Dans le but de valoriser les talents guinéens, la GIGA, entendez Initiative pour l'action d'une nouvelle génération, vient de lancer son programme en Guinée et consiste à identifier et à mutualiser les compétences nationales. L'initiative touche plusieurs secteurs d'activité. Ablayalo. Devant la presse, les membres de l'initiative guinéenne pour l'action d'une nouvelle génération dévoilent l'agenda de la GIGA, une organisation non gouvernementale qui œuvre dans la réalisation des activités de promotion de la citoyenneté et du civisme. Dans les différents domaines, des actions seront menées dans le but d'identifier et de mutualiser les productions intellectuelles et scientifiques des talents guinéens. Ceux-là qui sont compétents en matière, n'est-ce pas, de santé publique vont essayer de produire des réflexions scientifiques et des propositions de solutions sur papier. Et ces rapports-là, nous allons continuer, n'est-ce pas, à les publier. Donc, c'est des rapports qui peuvent inspirer les autorités administratives et politiques pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre des dispositions. Cette initiative devrait favoriser une meilleure insertion professionnelle afin de lutter contre l'immigration clandestine et d'encourager le retour des Guinéens de l'étranger. GIGA essaie d'embrasser le maximum possible les problèmes et les difficultés de notre pays. Et aujourd'hui, dans le plan d'action que nous avons élaboré, qui va être disponible très bientôt, nous avons 5 pôles. Et nous avons un pôle relations extérieures, nous avons un pôle par exemple renaissance culturelle et sportive, nous avons un pôle scientifique, études, éducation. Donc dans chacun de ces pôles aujourd'hui, nous avons un plan d'action sectoriel qui propose des projets, des actions, des programmes dans les différents domaines que vous voyez ici. Créée en 2016, cette organisation est le fruit de plus de 4 années de réflexion et de travail des jeunes chercheurs guinéens. Dans les jours à venir, les initiateurs entendent implanter des antennes de la structure dans les différentes préfectures et sous-préfectures du pays. Le développement intégré de la contrée de Sankaran à Farana, c'est le thème d'une rencontre des fils résidents et ressortissants. Le débat était axé sur le développement communautaire, la paix et la valorisation des ressources locales. À l'issue des travaux, un bureau est mis en place pour travailler avec les autorités. Ansoumane Toumani Kamara. La contrée de Sankaran à Farana est un creuset socioculturel parsemé de sites historiques et touristiques. Arrosée par le généreux fleuve Niger, la contrée de Sankaran offre d'énormes possibilités de développement. Parmi ses atouts, le parc national du Haut-Niger, le plus grand du pays. La case natale du premier président de la Guinée indépendante, sa riche culture et ses énormes superficies de terres cultivables. La protection de l'environnement et la valorisation de ses atouts naturels étaient au centre de cette grande rencontre de tous les fils de Sankaran. Chacun s'est donné rendez-vous à Bendou aujourd'hui pour venir se donner la main, pour venir parler un seul langage, le langage de la paix, le langage d'aider nos parents, le langage du développement du terroir, pour que les populations se donnent encore les mains pour travailler ensemble, pour travailler
faire travailler dans la vie communautaire. Si Sankara est uni, s'il y a la paix à Sankara, cela veut dire qu'il y a la paix à Farana, cela veut dire que Farana va retrouver le développement. Impulser le développement de Sankara avec la participation de ses fils était au centre de cette rencontre qui se veut aussi un espace de promotion de la paix et de l'entente retrouvée entre les différentes entités de la contrée. C'est depuis mon enfance jusqu'à maintenant, ça a été l'une des plus grandes rencontres. Et effectivement, tout Sankara était là pour parler et pour se dire la vérité. On s'est dit la vérité, on est tombé d'accord, nous informons les autorités que maintenant, il n'y a plus de problème au niveau de Sankara. Sur le plan politique, la contrée de Sankara, depuis la lutte clandestine, est restée un bastion du parti au pouvoir. Ces militants des premières heures ont reçu un message particulier du chef de l'État pour leur vote massif à la dernière présidentielle du 18 octobre 2020. La planification familiale, on en parle. Quelles sont ses limites et ses avantages? Et surtout, qu'en pensent les religieux sur ce sujet? Quelques éléments de réponse dans ce grand format réalisé par Sarata Kamara et Yéné Sané. Regardez. La planification familiale, un ensemble de moyens ou méthodes permettant de surveiller et contrôler les naissances. En Guinée, la pratique est parfois vue d'un mauvais œil par la majorité. Face aux réalités sociales conservatrices, un certain nombre d'obstacles s'interposent entre les femmes et le planning familial. Parmi ces entraves, leurs conjoints. Les obstacles, c'est surtout les conjoints, les maris. Les maris ne veulent pas que les femmes certains maris ne veulent pas que leurs femmes se planifient. Donc c'est pas facile. Parce que si les hommes acceptaient d'accompagner leurs femmes lors des consultations prénatales, nous faisons les causeries éducatives dehors, nous présentons toutes les méthodes, on explique les avantages, les limites et les effets secondaires. Les hommes allaient accompagner leurs femmes. Comme plusieurs méthodes médicales, la planification familiale présente des effets secondaires chez les femmes qui varient d'une méthode à une autre. Conséquences, prise de poids, perturbation ou abondance des règles pendant le cycle menstruel, mais pas que des effets indésirables. Quand la femme est planifiée, le nouveau-né ne risque pas de mourir en intrapartum, c'est-à-dire lors de l'accouchement. Ça permet à l'enfant aussi d'avoir un poids normal. Parce que quand les grossesses sont rapprochées, il y a plusieurs complications qui peuvent survenir, notamment l'hypertension, le faible poids de naissance, la prématurité, ainsi de suite. Il y a même des hémorragies qui peuvent survenir. Donc ça, c'est par rapport à l'enfant. Par rapport à la mère, l'avantage, ça permet à la femme de récupérer pour pouvoir supporter une autre grossesse. Pour le père, ça permet d'économiser. Bon, ça m'a permis à espacer les naissances et puis ça m'a aidé à élever mon enfant sans problème. Et puis économiquement, ça nous a aidé. On n'a pas les grossesses ne sont pas rapprochées parce que quand les grossesses sont rapprochées, financièrement, ça va jouer sur moi et sur mon mari. Chez certains hommes, le planning familial n'est pas souhaité. Entre le poids de la religion et l'aspect économique, le choix n'est pas évident. En tant que musulman, je suis obligé de prendre les deux côtés. Le côté religieux, je vais en tenir compte, et le côté économique. Je suis pour, mais tout en évitant certaines choses pour que ça soit modéré. On n'a aucune idée de ce que les enfants deviendront, présidents ou intellectuels. Si on se retient de les mettre au monde, cela devient alors une erreur. Face aux nombreuses spéculations sur la contraception, les religions ont aussi leur avis sur le sujet. Si l'islam pose une condition pour l'espacement ou la limitation des naissances, le christianisme lui évoque le bon sens. Si la santé de la femme ou de son enfant est en danger, elle peut alors espacer les naissances. Au cas contraire, elle ne doit en aucun cas le faire. Si tu sais que tu n'as pas la possibilité d'élever 5 enfants et que tu en fais 10,
c'est criminel. Mais et puis si tu sais que aussi tu peux les rapprocher en fonction de tes besoins, en fonction de ton temps, tu peux le faire, mais pourvu que ces enfants soient heureux. En Guinée, les méthodes contraceptives disponibles sont la maman, le collier du cycle, qui sont des méthodes traditionnelles, les pilules, l'implant Jadel, le dépôt comme méthode hormonale, les préservatifs comme méthode barrière, excepté les méthodes chirurgicales. Toutes ces autres méthodes sont réversibles une fois la durée d'action atteinte. Djene Djansani et Sarata Kamara, merci pour ce grand format. La lutte contre la vente et la consommation du chicha se renforce. Les hommes du colonel Moussa Tchegoro ont fait une descente inopinée à Kaloum pour s'assurer de l'application des mesures prises par l'État guinéen. Commandant Mori Kaba fait le constat. La consommation de la chicha affecte dangereusement la santé des consommateurs, surtout la jeunesse. Devenu un fléau, l'État guinéen s'est vu obligé d'interdire l'importation, la distribution et la consommation de la chicha. Cette mission conjointe du ministère du Commerce et les services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé veut toucher du doigt les réalités du terrain. Nous sommes mobilisés pour vérifier sur le terrain l'effectivité de l'application de cette mesure interdisant l'importation et la commercialisation de la chicha. Nous avons fait le tour ici à Kaloum pour commencer. Le premier constat, c'est que nous avons vu que la mesure a été bien enregistrée et qu'il y a eu un début d'exécution. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que la chicha ne se commercialise pas. Donc que ce soit au niveau des boutiques, des supérettes, des supermarchés et aussi sur les lieux de consommation. La prolifération de la consommation de la chicha se résume de nos jours à la consommation voilée de la drogue, selon les hommes du colonel Moussa Keboro. La drogue était finalement consommée par la jeunesse à travers la chicha. C'est plus dangereux que le tabac, ça il faut le rappeler. Mais il y a en plus la drogue dure qui est mélangée à cette substance et qui est consommée par la jeunesse surtout. La mission conjointe du ministère du Commerce et des services spéciaux rassure que cette action, loin d'être un feu de paille, touchera toutes les communes de Conakry et celles de l'intérieur du pays. Politique, le chef de file de l'opposition a entamé une tournée de prise de contact avec les institutions républicaines. Elhadji Mamadou Sylla explique sa vision basée sur la consolidation de la paix et le développement. Bernard Tongino. Il prône la rupture avec les anciennes approches des combats politiques qui ont, dit-il, négativement impacté le pays la dernière décennie. Le nouveau chef de file de l'opposition se veut un leader d'une lutte politique constructive basée sur l'observation, la critique et la proposition. On sera une opposition de proposition, c'est-à-dire on dénonce, on propose, et voilà. Parce que tu ne peux pas dénoncer seulement, tu ne peux pas seulement marcher, descendre dans la rue, puis faire descendre la population dans la rue, et puis même casser le peu qu'on a. On est un pays pauvre. Donc si on met par exemple les routes, on met le goudron, ça c'est bon pour tous les Guinéens. Mais si l'opposition sort encore, ils mettent le Pinel là sur ce même, et puis mettre feu sur ça. Donc oui, il y a eu même beaucoup de morts d'hommes, tout ça. Il faut maintenant, il faut qu'on sensibilise maintenant, il faut qu'on s'assoie, on discute, on s'entend. Parce que vous savez, tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, gain de cause avec quelqu'un si vous êtes loin. Pour l'atteinte de ces nouvelles ambitions, l'honorable Mamadou Sylla amorce une série de rencontres avec les institutions constitutionnelles. Première étape, l'INIDH, Institut national indépendant des droits humains. Il nous a exprimé son vœu de faire une opposition de proposition, de contribution, ce qui nous a particulièrement impressionné mais ne nous a pas surpris connaissant l'homme. Donc nous lui avons demandé de rester dans le cadre strict de la loi sur le statut de l'opposition
et de travailler dans le cadre de la transparence et de la transformation de notre pays en contribuant, en améliorant et en s'efforçant à faire des propositions constructives et en s'exprimant, en s'affirmant comme une alternative, ce qui est une démocratie. Avec l'INIDH, le chef de file de l'opposition et son cabinet s'engagent à travailler notamment pour la promotion et le respect des droits humains, l'un des fondamentaux d'une bonne démocratie. L'actualité internationale reste dominée par l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, avec sa vice-présidente Kamala Harris à Washington. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche doit faire face à plusieurs chantiers, notamment l'apaisement du climat politique et la lutte contre le Covid-19. Mais son prédécesseur, Donald Trump, n'a pas assisté à la cérémonie. Il a juste souhaité bonne chance à son successeur démocrate. À Conakry, nos reporters ont recueilli quelques extraits suivis. L'investiture, c'est une cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État jure de remplir fidèlement ses fonctions de président de la République, de commandant en chef des forces armées. Ceci est sanctionné par une grande cérémonie à laquelle vous avez le plus souvent le président sortant qui prend part. Les représentants d'institutions n'ont aucunement la procédure parce qu'il y a une autre tradition qui est celle qui consiste en fait au président sortant de faire un courrier, de laisser une lettre à la disposition du nouveau président de la République. Mais voilà, l'investiture se fait sans Donald Trump aujourd'hui. Ça n'entame aucunement ni la légalité, ni encore moins la légitimité de la procédure d'investiture de Biden. Et puis vous avez à l'intérieur de ce serment-là le fait pour le président de la République de travailler donc à l'équilibre des pouvoirs, au respect des valeurs sacro-saintes de la démocratie. Et c'est aussi une forme d'engagement qui sous-entend qu'au cas où il ne respecterait pas disons, les valeurs et les règles auxquelles il a juré, il peut donc se faire attraper par la loi. Je pense que l'une des priorités sera naturellement celle d'unir les Américains. Et puis l'autre chantier, ça va être le Covid-19. Vous avez aussi le climat. Donc l'une des décisions qu'il prendra, c'est le retour des États-Unis dans ce projet important. Donc voilà, c'est en gros c'est quelques priorités auxquelles il va s'atteler. Quand bien même que aujourd'hui il bénéficie d'un léger soutien du fait en fait que les démocrates soient un tout petit peu majoritaires à la fois au Congrès, à la Chambre des représentants, tout comme au Sénat. Ceci peut être en fait un levier sur lequel il pourrait s'appuyer pour faire avancer, disons, une panoplie de projets auxquels il tient. Et puis sport foot, Chan, Cameroun 2021. La Guinée est à la tête de la poule D après sa brillante victoire contre la Namibie. L'entraîneur Lapé Bangoura a animé une conférence de presse ce mercredi sur le déroulé du match et les préparatifs de la rencontre de ce samedi. Le point avec Ablaye Diallo, envoyé spécial. Bonne entame de jeu des Guinéens avec une pression accentuée dans le camp adverse. D'ailleurs, une pression récompensée à la 12e minute avec l'ouverture du score signé Yarouba Nyanya Bari. L'attaquant du Orea profite d'une erreur de la défense et loge le ballon au fond des filets d'un plat du pied parfait. 1-0 pour la Guinée. Le Sili confisque le ballon. Il procède par les passes à 10 sans pour autant porter le danger dans le camp adverse. Dans les arrêts de jeu de la première période, Morlaï Silla fait parler son génie avec un but splendide sur un contre rapide. 2-0, c'est le score à la mi-temps pour le Sili qui aura bien maîtrisé son adversaire. Du retour des vestiaires, les braves Warriors se montrent entreprenants par moments dans l'objectif de réduire l'écart mais en vain. Bousculé, Kamfori Lapé Bangoura procède à des changements pour stabiliser le jeu. Chemin faisant, Yarouba Nyanya Bari va sceller le sort du match en signant le doublé à la 85e minute d'un tir croisé sur un service d'Ismaël Kamara. 3-0 pour la Guinée, c'est le score final.
Malgré cette victoire, Lapi Bangoura reste prudent pour la suite de la compétition. On a mis un bloc très haut, on a joué avec nos qualités, on a résisté sur le plan physique. Mais vous savez, la victoire ne suffit pas pour être entièrement satisfait. Mais l'entame, il faut reconnaître, a été une très bonne chose. Parce qu'à une compétition de ce niveau, gagner déjà le premier match, c'est un atout, mais ça ne doit pas vous distraire. Vous devez savoir aussi qu'il y a 2 autres matchs importants. De son côté, Bobby Samaria, l'entraîneur de la Namibie, compte revenir dans la course lors de sa prochaine sortie. Ils ont perdu ce match aujourd'hui et il félicite également les joueurs de l'équipe de la Guinée qui ont pu s'imposer dans le stade, mais qui vont bien se préparer pour le match contre la Tanzanie et la Zambie. C'est un départ réussi du Sili avec cette victoire qui rassure. En attendant la deuxième rencontre contre la Zambie, vainqueur face à la Tanzanie 2-0. Ce match est programmé ce samedi 23 janvier à 16h, temps universel, au Omnisport Stadium de Limbé. Merci à Blaise. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.